Bonjour à toutes et à tous. La cérémonie à laquelle vous allez assister aujourd'hui commémore la fin de la Première Guerre mondiale et le 104e anniversaire de la signature de l'armistice 1918, de la commémoration de la victoire et de la paix et de l'hommage à tous les morts pour la France. Sont présents sur les rangs 2 sections de la 12e compagnie d'instruction aux ordres du capitaine Florent du CEFIM des transmissions de Dieuze. Une section du 19e régiment de génie aux ordres du lieutenant Dylan. Section du 28e régiment de transmission aux ordres du lieutenant Sven. Un détachement des sapeurs-pompiers de Morange aux ordres du lieutenant Lescure. Les associations patriotiques et les porte-drapeaux. Afin de ne pas perturber la cérémonie, je vous remercie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et s'il vous plaît de vous découvrir pendant la minute de silence et la Marseillaise. Je vous remercie. Avant de commencer cette cérémonie, les cadres du CEFIM vont remettre les insignes de promotion aux jeunes engagés présents sur les rangs. 18e régiment de transmission. Le parrain de la 14e promotion du CEFIM de transmission, 18e régiment de transmission, le commandant Daniel Masson, est né le 31 octobre 1929 à Paris dans le 10e arrondissement. En 1940, il a 11 ans lorsqu'il assiste en Auvergne à la débâcle de l'armée française et à l'exode des familles fuyant les combats. Il rencontre un groupe de personnes venant de Haute-Marne qu'il ramène chez lui. À 19 ans, après le baccalauréat, il choisit de s'engager pour 3 ans au titre de l'école d'application des transmissions de Montargis. Après avoir brillamment réussi ses examens, il est nommé au grade de sergent le 1er octobre 1949. En janvier 1950, le sergent Masson se porte volontaire pour partir en Indochine. Il sera mis en route au mois de mars. Il embarque sur le Sister Ship Pasteur à Toulon. Le jour de son embarquement, il assiste sur le port à un triste spectacle. Il se souvient, quand je suis arrivé sur le port pour mon premier départ, j'ai vu le déchargement des cercueils des militaires français que l'on venait de rapatrier et j'entendais une fanfare qui jouait « Ce n'est qu'un au revoir ». Après un voyage de 3 jours, il débarque à Saïgon le 19 avril 1950 et est affecté à la compagnie des transmissions 21-3. Il sera successivement affecté au centre de transmission de Haiphong et Haidiong en janvier 1952. Il rentre en France après 1 an et 8 mois de séjour sur le territoire indo-chinois. Il est affecté à la 5e compagnie du 49e bataillon de transmission des forces françaises en Allemagne de Landau jusqu'en décembre de la même année. Il se réengage en janvier 1953 et est affecté à la 12e compagnie du 40e bataillon de transmission FFA de Fribourg. 3 ans plus tard, le gouvernement décide d'intensifier son effort de guerre en Algérie. La compagnie du chef Masson, par changement de dénomination et subordination, devient la 634e compagnie de câbles hertziens du 45e régiment de transmission stationné en Algérie. Il débarque le 4 septembre 1956 à Oran et rejoint dès le lendemain sa compagnie basée à Tresem et va y rester jusqu'à son retour en métropole le 5 novembre 1958. Durant sa période, il est cité à l'ordre de la brigade pour s'être particulièrement distingué au cours d'une opération de plusieurs jours qui s'est déroulée à Thierville en octobre comme chef de chaîne en assurant dans les meilleurs délais des liaisons de qualité au profit d'un poste de commandement avancé. Affecté à la 11e compagnie du 18e régiment d'instruction des transmissions d'Épinal, après son examen pour devenir chef de section, il rejoint en 1961 le 8e régiment des transmissions du Mont-Valérien avec le grade d'adjudant. Le 1er août 1961, il est promu sous-lieutenant. Il part une 2e fois en Algérie en 1962, où il est affecté au 152e bataillon de transmission, qui devient en novembre de la même année le 54e bataillon de transmission. Il rentre en métropole en août 1963 avec le grade de lieutenant. Il continue sa carrière et en 1973, le capitaine Masson est promu au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. C'est en 1979 qu'il quitte le service actif avec le grade de commandant et entre pour 5 ans dans la réserve opérationnelle à Nancy. Et à l'issue de cette période, il est admis à l'honorariat de son grade. Remettez les insignes de promotion.
Gerbe déposée par Monsieur Sicon, président du Souvenir français, accompagné de Monsieur Aurélien Becker, CPE au Collège de Morange, et de Monsieur Thomas Sicon. Gerbe déposée par Monsieur Christian Stinco, maire de Morange, accompagné du capitaine Florent. Aux morts! Monsieur Ronald Barthes, adjoint en charge des cérémonies, va procéder à la lecture du texte officiel. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. De Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays. De clocher en clocher, l'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. Le 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur et de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés. Ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion.
Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Monsieur le maire va procéder à son discours. Monsieur le capitaine Chalassel du CEFIM de Dieuze, Messieurs les sous-officiers et soldats du CEFIM de Dieuze, Monsieur le premier adjoint et premier vice-président de la CASAS, Bernard Trevelot, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Morhange, Monsieur l'adjudant-chef Marchal de la gendarmerie de Morhange, Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers Fabrice Lescure, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les pompiers, Mesdames et Messieurs, chers Morangeois. Le 11 novembre 1918, dans les églises, les basiliques et les cathédrales, les cloches et les gros bourdons tintaient à toute volée du cœur battant de la délivrance, à l'image de tous les habitants de notre terre de France, dont le cœur battait également à tout rompre, après 4 années de souffrance, de désespoir, de privation et d'attente. Ce jour-là, l'armistice signait le retour de la paix. La nuit de la guerre cédait le pas à la lumière d'un bonheur qui reprenait enfin possession de son territoire. Mais cette joie immense ne pouvait dissimuler une terrible réalité, un décompte dramatique et un vide impossible à combler. Jadis, on sacrifiait des êtres humains par le feu au dieu Moloch. De la même façon, des milliers de combattants de la Première Guerre mondiale sont tombés dans les brasiers dévorants d'affrontements sans merci et condamnés sans appel au tribunal de la malchance. Et oui, l'histoire met parfois en scène de terribles analogies. Soyons clairement conscients que derrière chaque citoyen libéré des griffes du monstre sanguinaire, derrière chaque visage auréolé d'un sourire trop longtemps effacé, derrière chaque étreinte, derrière chaque cri de joie et chaque prière de remerciement, derrière chaque soulagement bien légitime se profilait une mère, une veuve, des orphelins, des êtres humains à qui la folie guerrière avait arraché une partie d'eux-mêmes. Se profilait aussi l'ombre d'un héroïque poilu, la silhouette d'un soldat revêtu d'un pantalon rouge sang, le fantôme de ces patriotes perdus à jamais pour leurs familles et leurs amis. Ils étaient nés dans l'espoir de vivre un avenir tranquille, mais les rêves les plus raisonnables s'étaient mués en sinistres cauchemars. Les années et les décennies ont passé, un siècle a chassé l'autre, mais les ombres sont toujours présentes. Les cris des hommes fauchés par le feu de l'ennemi frappent encore nos oreilles. Les regards des derniers instants d'une vie se tourneront encore longtemps vers nous, comme autant de signes de supplication, pour nous dire « Ne nous oubliez pas, ne nous oubliez pas ». Alors, ceux qui ont tout perdu, à ceux qui ont été inhumés auprès des leurs dans la tombe familiale, à ceux qui reposent côte à côte dans les cimetières militaires comme le symbole d'une fraternité jamais démentie, à ceux qui sont tragiquement privés de sépulture, rendons ce qu'il nous est indispensable de rendre, le respect dans l'émotion, la reconnaissance dans la douleur partagée et par-dessus tout, la promesse d'une mémoire vive et continue pour tous ceux que le destin a condamnés sans autre forme de procès. Le grand sablier de l'hommage ne doit jamais cesser de s'écouler, car les héros n'ont pas d'âge. Ils se sont évadés de leur temps pour rejoindre leur père dans l'infini des siècles qui se télescopent. Et notre plus impardonnable faute serait, croyez-moi, chers amis, de ne jamais nous en souvenir. Vive la République, vive la France.